Autour de la grande table critique, je suis avec Johan Faerber, rédacteur en chef du site Diacritique, et avec Philippe Chevillet, rédacteur en chef culture aux Échos, pour une partie consacrée au théâtre. Dans quelques instants, Gulliver et le dernier spectacle d'Ahmed Madani. Mais tout de suite, à la Comédie Française et de Molière, dont on fête les 400 ans de la naissance, Tartuffe ou l'Hypocrite. C'est le metteur en scène belge Ivo Vanhoff qui s'empare de ce classique. Enfin, pas vraiment un classique, car la version qu'on peut entendre est un Tartuffe d'avant le Tartuffe. La première version du texte donnée à Versailles, puis censurée et réécrite plusieurs fois par la suite. Le texte a été reconstitué par Georges Forestier, grand spécialiste de Molière. Il est plus court, resserré sur le trio constitué par les époux Orgon et Elmire et ce fameux Tartuffe, arrivé depuis peu, faux dévot qui entend régir les choses de la maison et surtout séduire sa maîtresse. Sur une scène noire et ouverte, néon blanc, coursive métallique, dans une grande impression de froideur et de solennité, Tartuffe est interprété par Christophe Monténez, très en verve et en verge. Et autour de lui, entre autres, Denis Podalides, Dominique Blanc, Marina Hans. On écoute tout de suite la première scène de rencontre entre Tartuffe et Elmire. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seule à seule avec vous. C'est une occasion qu'au ciel je demandais sans que, jusqu'à cette heure, il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qui ici reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle que... Ah! Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein et j'aurais bien plus tôt. Que fait là votre main? Christophe Monténez et ce Tartuffe sensuel et susurrant, est-ce qu'il vous a séduit, Philippe Chevillet ? Oui, moi, il m'a beaucoup séduit. Alors, j'étais un petit peu en froid, moi, avec les derniers spectacles d'Ivo Vanhoff, qui en fait vraiment beaucoup. Oui, et donc, trop probablement. et là, j'ai retrouvé, enfin, pour moi, ce qui, à mon avis, fait sa force, son art. J'ai un spectacle qui est très... Alors, un spectacle très spectaculaire, hein, avec, dans sa noirceur et son intensité. Il nous propose une version donc très âpre, très noire, très érotisée, avec un jeune Tartuffe, poussé dans son extrême. Ce qui m'a intéressé dans cette lecture, c'est deux choses, principalement. D'abord, c'est l'idée de se concentrer sur l'implosion d'une famille qui va déjà pas très bien, et qui, avec l'arrivée d'un élément étranger, une sorte d'ange exterminateur, portant le poison du fanatisme, va complètement exploser. Et donc, il y a cette dimension-là, qui évidemment resserrée sur le triangle dont vous parliez. Et puis la deuxième chose que j'ai trouvé, qu'on entend très bien à mon avis, c'est la vérité alternative. C'est-à-dire que les monologues de Madame Pernelle, qui sont assez durs d'habitude à supporter dans la pièce, parce qu'ils sont très difficiles à jouer, à faire, ici on les entend très bien, et notamment à la fin, on a vraiment l'impression de se retrouver avec les discours qu'on entend aujourd'hui sur... les discours de vérité alternative. Et alors la partie centrale de l'œuvre, qui est de conspuer la fausse religiosité, les dévots et au-delà la religion, elle est présente par le texte qui s'impose, parce qu'il est porté par des comédiens qui sont en plus sur des sortes de tatamis. On entend bien la rhétorique entre la passion et la raison, voilà. Et pour le moment, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il est important de regarder ce Tartuffe dans sa version, effectivement, comme vous disiez, interdite, parce que dans un premier temps, on a l'impression que c'est finalement juste un petit concentré de Tartuffe, parce qu'on entend les vers, on entend les phrases, les répliques, cacher ce sein, etc. Mais plus on réfléchit, et après, plus on se rend compte que finalement, cette version de Tartuffe, qui a un côté aussi inachevé et ramassé, permet effectivement une lecture, des lectures
beaucoup plus originale ou différente que le Tartuffe traditionnel de 5 ans après. Puis il y a un changement qui est vraiment majeur, c'est qu'il n'y a pas de Deus ex machina à la fin, puisque dans le Tartuffe qu'on connaît, à la fin tout se règle, comme souvent chez Molière, en un tout petit retournement avec un personnage qui débarque sur scène. Là, en l'occurrence, Ivo Vanov, d'ailleurs, je le dis dans le dossier de presse, c'est ça qui l'intéressait, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de truc un peu pratique, dramaturgique, pour régler le problème familial. Là, on reste dans le noir. Johan Faerber. Eh ben, oui, effectivement, moi, sur le papier, tout était là pour me séduire, en fait, parce que effectivement, ce texte refait, génétiquement par Georges Forestier est absolument admirable, hein. Franchement, on obtient un concentré de noirceur, de violence, même de machiavélisme, de manipulation, qui, en fait, sied beaucoup mieux à la pièce et à Tartuffe et met en avant le personnage dans toute sa noirceur. Et puis, le fait d'avoir pris, effectivement, Ivo Vanov, dont l'univers des damnés correspond déjà à ce travail, savoir une famille perturbée qui est jetée dans la violence et l'érotisme. Il avait mis en scène, je précise juste en effet, Les damnés, donc le scénario du film de Visconti, avec la même troupe de la Comédie Française il y a quelques années. Voilà, et on se dit que sur le papier, effectivement, tout va fonctionner à merveille. Et de fait, dès le début, il y a une très très belle première scène où on voit le Tartuffe, qui est une sorte de SDF, dans un brouillard d'ailleurs un peu qui évoque plus Shakespeare, Macbeth, ou Denis Podalides, donc Orgon, le recueil. Et là, il est nu, il apparaît finalement comme une manière de Christ très sexuel qui va perturber tous les rapports. Dès le début, il est érotisé. Et on est plus du côté d'ailleurs de Pasolini que du côté de Visconti. C'est l'histoire de Théorème d'ailleurs, c'est exactement Théorème. C'est Parasite qui débarque. C'est exactement Théorème. Et j'ai été au départ très séduit par effectivement ce spectacle très clinquant. Et puis à mesure en fait que la pièce progressait, j'ai ressenti en fait comme un petit malaise devant un certain nombre de choses qui étaient présentes dans la pièce. Je dirais qu'il y a 3 choses moi qui m'ont arrêté. La première chose, c'est en fait la virtuosité d'Ivo Vanov, il me semble, se retourne un peu contre lui ici, à savoir que cette mise en scène me semble être plus en fait un dispositif qui emprisonne le texte de Tartuffe et aboutit un peu à des tics. Alors, je sais pas, il y a 2 exemples. Par exemple, on voit, vous l'avez très bien dit, cette espèce de coursive derrière où les personnages défilent, arrivent sous forme de flash. Ils sont très très bien habillés, ils sont en noir et on a l'impression à un moment, on ne sait pas quel sens ça produit en fait. On a l'impression d'être à un défilé Prada. C'est très très chic, c'est très très beau, mais on se dit, ils sont en noir. Est-ce que subitement ils sont devenus huguenots? C'est-à-dire que ce caractère séducteur, est-ce que finalement il ne passe pas à côté du sens? Et du coup, il y a un problème avec le sens puisque la pièce est ponctuée par une série de cartons. Une série de cartons et un écran dans le fond de la scène qui projette sur fond noir des lettres blanches et qui décrypte un petit peu parfois de manière habile, d'autres fois de manière un peu plus mal comprise. C'est pas le texte de Molière, c'est du commentaire, comme c'est si du commentaire le metteur en scène commentait. Voilà. Qui se joue de qui. Et un carton m'a particulièrement arrêté, c'est un carton qui portait le terme fin de partie pour juste avant la scène où Elmire démasque Tartuffe avec Orgon qui est caché sous la table. Et je me suis dit, ah bah tiens, on va avoir une lecture beckettienne, parce que fin de partie fait évidemment référence à Beckett, et pas du tout. Absolument pas du tout. Et du coup, en fait, c'était totalement gratuit. Et finalement, on aboutit à une pièce, et c'est le deuxième point, où j'étais vraiment très très perplexe, c'est la place des femmes dans la pièce. La place des femmes dans la pièce, où à force de vouloir jouer de l'érotisme, jouer de la violence, on obtient par exemple cette scène, qui est la grande scène avec Elmire et Tartuffe. Et là, j'étais franchement assez gêné de voir que Elmire, dans son discours, disait non, mais que son corps disait oui. Et je me suis dit, mais quand même, quelle maladresse, quel message est adressé. J'ai été un petit peu étonné, Voilà, mais bon, voilà, c'est ce qui m'a surpris. C'est ce qui m'a surpris. Pour le coup, c'est très habituel. Je vais vous donner la parole, Philippe, mais dans les pièces d'Ivo Vanov, il y a toujours cette question qui se pose sur la représentation d'une possible culture du viol, c'est-à-dire que les femmes sont toujours, c'est vrai, dans un
consentement assez problématique aux assauts masculins. Philippe Chevillier. Alors, c'est le revers de la médaille de l'érotisation de la pièce, puisqu'il y a deux dimensions. Il y a d'abord Orgon, alors ça a déjà été fait, dont la passion pour son gourou devient, et il y a à un moment donné une extase, et ils sont tous les deux, donc en fait, un orgasme, mais qui d'ailleurs n'est pas présenté tellement comme un orgasme d'un coup d'une histoire d'amour, mais comme que c'est vraiment la mystique plus la virilité, machin, qui fait en sorte qu'ils arrivent à cet état d'orgasme. Et de l'autre côté, on a évidemment le choix de ce jeune Tartuffe et l'idée de ce théorème qui est, c'est cohérent. Et moi, je crois, alors c'est peut-être répréhensible, mais je crois qu'il assume vraiment ce parti de dire Elmire est séduite par le jeune Tartuffe. Simplement, elle, effectivement, et c'est un peu la position de Van Hove, dit qu'elle est mal, avec Orgon, ça se passe mal. Ce jeune homme arrive, elle rejette totalement ce qu'il représente, et cette violence, elle l'aperçoit. Donc, mais finalement, quand même, la scène de Tartuffe, quand on y pense bien, c'est quand même une scène de presque viol, de toute façon, même dans la version originale, puisque Orgon l'arrête vraiment très très tard, ce qui pour l'époque déjà sous-entendait qu'il était allé très loin. Et c'est vrai qu'il y a une dimension ambiguë, puisqu'on a à la fois ce côté presque sadomaso, qui est à la fois d'être dans la séduction. Puis le décor ressemble aussi à ça, ressemble à un gigantesque plateau ou de sexe libertin, ou en effet de donjon presque, de donjon sadomaso. Mais c'est vraiment rattaché à mon avis à cette volonté d'implosion de la famille. Et Van Hove, quand je l'avais interviewé il y a quelques années, disait qu'il avait passé presque 10 ans à faire des mises en scène qui parlaient de la famille. Et il avait une autre phrase qui était de dire, moi, maintenant je fais plus politique, plus du social, mais je ne suis pas dans la morale ni dans l'éthique. Je ne veux pas un théâtre éthique, je veux un théâtre chaotique. Et c'est vrai que le chaos, on le voit à la fin, parce que ça va même plus loin. Elmire est enceinte à la fin. Mais elle est enceinte de Tartuffe, on peut l'imaginer. Donc c'est vrai que c'est à la fois gênant et en même temps c'est un parti pris effectivement assez violent et âpre qui pousse l'ambiguïté du spectacle. Ça m'a aussi interpellé, même si ça me gêne, mais j'aime bien aussi être gêné au théâtre quelquefois. Mais c'est un parti pris qui pousse très fort, et d'ailleurs c'est drôle, on en parle sur ce terrain-là, qui pousse très fort une sorte de psychologisation du personnage, c'est-à-dire que Tartuffe n'est pas choquant en effet d'un point de vue politique ou social, il est sulfureux, c'est-à-dire il est là où il dépasse quelque chose, c'est en effet pas l'éthique, mais c'est la morale. Pour le coup, Johan Ferber, c'est un vrai parti pris, ça. Oui, c'est vrai, c'est un vrai parti pris, la psychologisation du personnage. Et ce que pose comme question la mise en scène d'Ivo Van Hove, c'est jusqu'à quel point on peut, avec son dispositif, arriver sur un texte sans pour autant aller vers le contresens. C'est ça, moi, à chaque fois ça jouait. Par moments, ça réussissait très très bien. La scène d'orgasme que vous décriviez, pour moi, c'était une des grandes réussites du spectacle parce que elle était drôle d'ailleurs. C'est une espèce de rituel un peu archaïque. Ils se mettent à dire un peu n'importe quoi, à crier très fort. Et ça, c'est vrai qu'elle est très étonnante, cette scène. C'est très étonnant. Et là, ça fonctionne très très bien parce que justement, on retrouve l'énergie comique du Tartuffe. Et quand cette énergie comique se dissipe, quand il y a d'un seul coup, la mise en scène va vers quelque chose de très sérieux qui en oublie parfois le texte, là, ça pose problème. Et de manière nette, ce qui pose finalement problème quand le spectacle se termine, c'est quelle est la portée politique en fait de cette pièce. Et ça, moi, je ne suis pas arrivé à me décider sur ce qui était dénoncé. On connaît tous le caractère social et politique de la pièce de Molière, qui d'ailleurs a été arrêtée le lendemain, suspendue le lendemain à Versailles. Donc là, quelle est la dénonciation qu'a voulu faire Ivo Van Hove, ou quel est le message politique qu'il a voulu faire passer contre le machisme, contre l'hypocrisie, contre la tartufferie. Ça me paraît en fait assez indécidable. Voilà. C'est vrai que la subversion de Molière en matière politique, elle passe très souvent par le comique, et que là, le comique est relativement oblitéré. Il y a Denis Podalides qui tente des incursions comiques, mais elles tombent un peu à plat parce qu'elles ne sont pas du tout accompagnées par le reste de la troupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Moi, j'ai été sensible, effectivement, c'est Podalides qui porte tout seul. Et c'est très bien parce qu'il a à la fois cette dimension assez terrifiante, et lui, il est vraiment Orgon. Ils sont tous leurs personnages. Vraiment, ils ont suivi ce que leur avait demandé Van Hove, ils le font tous très bien. Comme d'habitude, on a quand même une Rolls avec cette troupe. Moi, je pense que sur le sens politique, je reviens à cette idée, moi, qui m'a frappé, mais c'est peut-être personnel, mais c'est sur les versions alternatives. Donc c'est cette dimension-là
plus moderne qu'il a tiré, à mon avis, de l'essentiel de la pièce. Et l'autre dimension, cette implosion de la famille qui alors, on va pas tout dire de la fin, mais c'est la fin, quand on y pense, entre ce qui arrive à Madame Pernelle et puis les autres qui se retrouvent quasiment, certains SDF, d'autres le client en activiste avec son mégaphone. C'est une vision d'une famille complètement explosée qui rabat les cartes, d'une tribu avec des rapports extrêmement bizarres. Et j'en reviens aussi à cette... Quand même, moi, ce qui me frappe le plus dans cette réduction de pièces, c'est que l'abandon de l'acte 5, c'est pas seulement le Deus Ex Machina qui disparaît, c'est toute cette partie où on découvre que Tartuffe, en fait, est un voyou, qu'il a tout fabriqué, alors que là, ça le rend plus mystérieux. Il n'a pas de passé. Il n'a pas de passé, et on voit ce jeune mendiant qui utilise effectivement son aura et ses charmes pour arriver à ses fins. Van Hove le dit dans son adaptation. Est-ce qu'il y croit à force de défendre, à force de mendier pour vivre? Est-ce qu'il est convaincu de ses convictions? Convaincu de ses convictions, excusez-moi, mais c'est pas du Molière. Mais donc alors je me perds un peu mais à la fois je pense qu'il y a des axes très forts, et en même temps chez Van Hove il y a cette volonté justement de laisser les choses un peu en suspens. Et c'est vrai que le malaise que ça peut laisser et les interrogations, moi j'aime bien quand en plus une pièce qui est tellement, tellement jouée, quand on se retrouve un petit peu entre deux chaises, ça me déplaît pas. Voilà. Johan Faerber. Oui, moi je trouve que effectivement installer le malaise, installer l'interrogation au cœur du spectacle, c'est un petit peu, si on peut le dire de manière un peu pompeuse, la mission du théâtre. Mais je trouve que là, en fait, à force de tirer vers Shakespeare, à force de tirer vers Pasolini, je pense qu'il y aurait peut-être eu quelque chose à faire plus du côté de Renoir, du côté de Boudu sauvé des eaux, auquel finalement la pièce de Molière doit beaucoup plus. Et effectivement, cette violence, cette énergie érotique exerce un pouvoir de fascination indéniable sur le spectateur. Et cette fascination, parfois, on en perd le sens et au lieu de laisser des interrogations, elle laisse le spectateur un peu dans l'éparpillement. Voilà, c'est un peu dommage parce que, quand même, on l'a dit, mais je voudrais le redire, la troupe est excellente. La troupe est vraiment formidable et Dominique Blanc est absolument extraordinaire. Tartuffe ou l'Hypocrite de Molière par Ivo Vanov, c'est à la Comédie Française à Paris jusqu'au 24 avril prochain et c'est au cinéma aussi dans certaines salles à partir du 6 février. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Dans un instant, nous parlerons d'Incandescence, le dernier spectacle d'Ahmed Madani, mais tout de suite, un coup de cœur de Philippe Chevillier pour un spectacle qu'on peut tous voir, petits et grands, Le Voyage de Gulliver, extrait. Me permettez-vous de vous poser une question? Je vous en prie. Quelle est la raison du conflit qui vous oppose au royaume de Blefuscu? Les œufs? Pardon? Les citoyens de Lilliput ont toujours cassé leurs œufs par le petit bout. Nous vivions en paix avec les Blefuscudiens, jusqu'au jour où cette louche dingue de reine de Blefuscu a décidé que le gros bout était plus commode. Je vous demande bien pourquoi. Pourquoi, Philippe Chevillier, ce coup de cœur pour Le Voyage de Gulliver ? Alors, on ne quitte pas totalement la comédie française, puisqu'on retrouve Christian Hec, un comédien français, et Mérite, et Valérie Le Sort, qui, tous deux, avaient montré un 20 milieux sous les mers qui avait fait sensation, en utilisant déjà beaucoup de marionnettes et de magie pour leur spectacle. Donc là, c'est une adaptation du Voyage de Gulliver, donc fameux roman satirique de Jonathan Swift de 1724, une adaptation seulement du premier voyage, où on voit le chirurgien Gulliver naufrager et atterrir sur une île peuplée de petits êtres, et cette île de Lilliput qui est en guerre avec sa voisine Blefuscu pour l'histoire d'œuf à la coque, puisque ce qu'on a entendu dans l'extrait, effectivement, on l'ouvre pas de la même façon sur les deux îles. Et donc, il est esclavagisé, et puis finalement, il va devenir un héros parce qu'il va arrêter la flotte ennemie, mais il ne va pas vouloir tuer ses ennemis, et on va l'accuser de trahison. Tout ça est très amusant. Alors, évidemment, la première chose, c'est comment adapter sur scène ce géant et ses Lilliputiens. C'est assez remarquable parce que
Seul l'acteur qui joue Gulliver est à taille humaine. Les 7 autres acteurs, en fait, on n'utilise que leur tête qui est insérée dans des corps de marionnettes. Et par un jeu de castelet, de toile peinte et la lumière de théâtre noir qu'on utilise dans la magie, c'est absolument... Il avait fait ça à l'Opéra Comique, notamment Christian Oui. Eck, ce truc avec les têtes et puis des tout petits corps en dessous, c'était assez Et ça, saisissant. alors là, évidemment, ça marche très bien Mm. avec les Lilliputiens. Et c'est 1h15, très ramassé. Le sens de la satire est là. On retrouve le texte, alors qui a été adapté par Valérie Le Sort, modernisé, et ça passe très bien auprès des enfants comme des adultes. Ça va très vite, ça dure 1h15. Et en plus, c'est une comédie musicale. Il y a des petites chansons qui sont parfois un peu rock, un peu folk. On a une chanson un peu salsa pour quand l'impératrice Cachaça nous fait un genre de danse érotique. C'est vraiment très drôle. En plus, le discours, très général, qui passe de l'absurdité des guerres, mais aussi des abus de pouvoir, des méchants tyrans, ça passe très bien. Donc vraiment, c'est un spectacle que je recommande pour tout le monde. Et une grande tournée, donc on peut aller le voir, mais il faut se dépêcher de prendre des places parce qu'il y a vraiment un buzz autour de ce spectacle assez impressionnant. Oui, on en a beaucoup entendu parler. C'est ce soir encore au Théâtre de l'Athénée à Paris, puis à partir du 1er février au Célestin à Lyon. Il y a une petite détour par la Suisse, puis fin février à Nice. En effet, il y a plein de dates, plein de villes en France. Tout sera sur le site de l'émission. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Le dernier objet au programme de cette grande table critique est le dernier spectacle d'Ahmed Madani en tournée cette saison. Il s'appelle Incandescence. C'est le 3e et dernier volet d'un projet commencé en 2016 intitulé Face à leur destin, qui met en scène des jeunes dont les parents sont issus de l'immigration et vivent dans des quartiers populaires. Ahmed Madani a longtemps été directeur du théâtre de Saint-Denis à La Réunion et dans ce cadre a beaucoup pensé le théâtre pour des publics populaires, articulant sa pratique théâtrale à un engagement politique et social. Et il a aussi beaucoup œuvré pour l'écriture dramatique contemporaine. On écoute un extrait d'Incandescence. C'est vrai que les je t'aime, ça sort pas facilement de ma bouche. Je peux pas dire toutes les 3 secondes à une fille je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pas possible. La première fois que j'ai dit je t'aime à une fille, c'était une Algérienne. On était là au métro Bobigny Pablo Picasso, on se voyait, on discutait. À un moment, je me suis approché d'elle et c'est sorti tout seul. Je t'aime. Elle m'a regardé dans les yeux, elle était contente. Elle était un peu rouge. Elle m'a dit, moi aussi je t'aime. Et après on s'est embrassés et chacun est parti de son côté. On a passé toute la nuit au téléphone. Sa mère devenait folle quand elle voyait les notes. Parce que à l'époque c'était payant, je précise. On se voyait en cachette et un jour son père nous a cramés. Il est devenu fou. Sa bouche crachait du feu. Il s'est approché vers moi et il m'a dit, la prochaine fois que je t'approche de ma fille, je te tue. Moi j'ai eu peur. Je n'ai pas dit à mon père que je sortais avec une Algérienne. Sinon c'est sûr il m'aurait dit la même chose. Il m'aurait tué et je serais mort 2 fois. Alors on a décidé d'arrêter et c'est fini. Sur la scène, une dizaine de jeunes comédiens non professionnels se racontent. Ils ont tous entre 20 et 30 ans et leur parole s'épanouit en une, je cite, sociologie poétique. C'est joli ça, sociologie poétique. Johan Faerber, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spectacle d'Ahmed Madani ? Eh bien, j'en ai pensé, j'ai vu une salle qui était tout à fait enthousiaste quand j'y suis allé. À la MC 93 à à MC Bobigny, Ouais, moi je l'ai vu Il y a à une grande Bobigny, je ne l'ai pas tournée. vu à Avignon cet été, donc je l'ai vu à Bobigny. Donc j'ai vu une salle tout à fait enthousiaste et il y a de quoi être enthousiaste quand on voit cette jeune troupe qui est dynamique, qui est absolument fraîche et qui maîtrise, qui est assez talentueuse. Et le dispositif de la pièce, on retrouve vraiment ce qui fait Madani, c'est-à-dire un plateau de théâtre qui est posé comme un carré blanc, avec au fond une toile sur laquelle sont projetées des vidéos. Et Madani, lui, propose son théâtre, comme il dit, documentaire, où il est d'ailleurs davantage
davantage, comme il dit, auteur en scène que metteur en scène, c'est-à-dire il pratique une écriture de plateau, il recueille à la fois les histoires de ses acteurs et puis aussi il les fait improviser. Et tout ceci participe d'une écriture de plateau où pour lui le théâtre, et on le voyait bien l'autre soir, le théâtre est considéré comme la scène d'une révélation, d'une illumination, hein, c'est d'ailleurs le titre du premier volet, où a lieu pour lui une sorte d'étincelle, d'incandescence, de miracle, comme si le feu des personnages était éteint en dehors dans la vie sociale et comme s'il reprenait vie et se confessait finalement presque miraculeusement sur scène. Et d'ailleurs, de miracle, il en est question tout de suite dans les premières minutes du spectacle, avec, pour moi, je pense, la plus belle scène du spectacle, avec le jeune Virgile qui raconte comment son père qui a le sida et sa mère qui ne l'a pas ont réussi à le concevoir, lui et sa petite sœur, d'une manière miraculeuse. Et on se laisse très vite porter par les paroles de ces différents personnages. On se laisse porter jusqu'à un certain point parce que moi, j'ai eu quelques réserves en dépit, je trouve, d'un réel vraiment talent de ces jeunes gens. Je dirais que la première réserve que j'ai eue, c'est sur cette écriture justement de plateau. J'ai trouvé que les paroles qui étaient structurées, où on essaye donc de faire partager ces instants, alors c'est les premiers je t'aime, les premières relations sexuelles, comment on imagine aussi la scène primitive, comment les parents ont conçu. Et ça, c'était vraiment un bon moment. Mais la manière dont s'articulaient ces paroles de jeunes, on a l'impression que Madani a récupéré des tics de langage qu'il assimile être ceux de la banlieue. Et du coup, parfois, cette écriture de plateau donnait des morceaux plutôt de stand-up. On avait plutôt des morceaux de stand-up que des morceaux en fait, d'écriture de plateau. Et ensuite, c'était compensé par des effets de mise en scène, des effets de vidéo. Et oui. Parce que, non, pardon, j'allais vous Pardon, interrompre. non, Moi, non. j'ai pas vu le spectacle, mais les personnages sont en scène les uns après les autres. Il n'y a aucune interaction. Si, il y a des Ah. interactions, il y a des configurations qui sont vraiment multiples et la scène est absolument dynamique, hein. Il y a une vraie mise en scène, mais ça donne parfois le sentiment, et c'est la question que je me posais, c'est que s'il pratique un théâtre documentaire en essayant de montrer ce qu'on n'entend pas de la banlieue, en fait, ce travail sociologico-poétique, comme vous l'avez rappelé, qu'il définit, on se demande en fait à qui il s'adresse. On se demande à qui il s'adresse et surtout à quelle salle en fait. Parce que ça présuppose de présenter ces jeunes de banlieue, ça présuppose qu'il y a une rupture entre la scène et la salle. Et moi, c'est ce qui m'a posé question en fait. Pour qui est montré ce spectacle et est-ce que c'est pour en fait des spectateurs de centre-ville? C'est la question à laquelle j'ai pas de réponse, hein, mais qui m'a trotté. Mais c'est une question qu'on se pose très souvent devant ce type de spectacle ou aussi devant des films d'ailleurs qui représentent la banlieue contemporaine. Philippe Chevillet. Alors moi, j'aurais une analyse pas tout à fait différente, hein, mais un peu plus... notamment sur le fond, je trouve que ce spectacle, il est très intéressant et je pense justement en rapport avec les ados qui le voient, parce qu'on avait une salle d'ados qui a été très attentive et qui a marché très fort à ce spectacle. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir réussi par quand même ce travail de sociologie, où il a rencontré 100 personnages, d'avoir investi 9 d'entre eux pour porter des caractères. Et là, c'est vrai que c'est du théâtre parce que chacun porte sa propre histoire, mais aussi d'autres histoires. Et ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Et surtout, je trouve qu'on aborde énormément, en prenant la part intime, l'amour, l'amitié, le sexe, en prenant on aborde à peu près toutes les questions. Et je trouve de façon où on retrouve une spontanéité et on va plus loin souvent qu'évoquer simplement les problèmes qu'il peut y avoir par rapport aux interdits, par exemple, religieux, mais aussi aux interdits de la famille, aux interdits un peu claniques, aux interdits qui viennent aussi de la loi des cités, de la réputation, etc. Ce sont des thèmes assez clichés, mais je trouve que la façon dont ils en parlent, et dont il y a justement une interaction. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque les garçons commencent à dire la façon dont on surveille la copine de leur petite amie, en envoyant par leur portable des photos de la copine en boîte, etc., tout d'un coup, il y a un dialogue qui se fait, et les filles commencent à réagir à leur façon. On aborde aussi le thème de l'homosexualité. Je trouve qu'il est assez bien abordé, l'homosexualité féminine, parce que c'est dit de façon assez cash et en même temps de façon assez progressive.
Il y a la masturbation aussi qui est évoquée. Et moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que très souvent, quand on a des ados dans la salle et qu'on aborde ces questions-là, on a des rires gênés. Et j'ai pas senti ça. Donc je me suis dit, il y a à la fois... Alors c'est dans l'écriture de Madani, et c'est aussi parce qu'elle est portée par ces jeunes qui sont... Mais néanmoins, effectivement, où je vous rejoins, c'est que le caractère très écrit fait qu'il y a des passages qui sont un peu surjoués, où on perd un peu le fil. Et cette mise en scène, finalement, qui devient assez classique maintenant dans le théâtre documentaire, de présenter des personnages sur un plateau avec des petits intermèdes chantés, dansés, etc., ça fait un peu convenu et ça casse un petit peu l'émotion, la spontanéité. Mais en sortant, je me suis dit, vu la réaction des jeunes à la salle, je me dis c'est un spectacle qui peut parler à des tas d'ados et leur permettre d'aller au fond d'eux-mêmes, au fond des choses. C'est intéressant pour ça. Oui, finalement, le public projeté, Johan Ferber, c'est peut-être celui-là. C'est peut-être les scolaires ou des groupes plus jeunes que nous, en fait. Oui, alors ça peut être effectivement ce spectacle peut s'adresser effectivement aux adolescents. Et d'ailleurs, il va chercher les adolescents, puisqu'il y a une scène qui est d'ailleurs on peut dire plutôt dans sa chorégraphie, très réussie, où on échange dans le noir et les personnages ont seulement le visage éclairé par leur écran de portable, où ils échangent des émojis. Et c'est la scène qui a le mieux fonctionné l'autre soir quand nous y étions, puisque effectivement, les adolescents se reconnaissaient. Il y a un effet de reconnaissance. Et quand cet effet de reconnaissance se produit, là, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est là, social, comique, et c'est l'énergie comique qui se diffuse. Mais lorsque, par exemple, on raconte les histoires les premières fois dans les toilettes pour handicapés de la médiathèque de Cergy Préfecture, il y a beaucoup moins, cette fois-là, il y a beaucoup moins de rire, parce que, en fait, on va chercher du côté de détails qui sont parfois un petit peu misérabilistes. Il y a une sorte d'éparpillement dans l'écriture. C'est pas tenu, il me semble, c'est pas tenu. Et surtout, ce qui ressort, encore une fois, c'est quel est, finalement, c'est la même chose que Tartuffe, quel est, en sortant de la salle, le propos politique qui a voulu être tenu. Alors, est-ce que ça va, c'est une sorte d'humanisme qu'on ne peut que louer, mais est-ce que ces bonnes intentions fournissent un spectacle à la hauteur de ce qu'on aurait pu, attendre ? Voilà, c'est un petit peu dommage, ça transforme un peu ces incandescences en petits feux de Bengale, quoi. Dernier mot, Philippe Chevillier ? Oui, moi je pense qu'il y a un discours humaniste très fort et vous l'aviez souligné au départ, c'est vrai que ce qui m'a, moi, peut-être le plus surpris, le plus frappé et qui le plus ému, c'est ce démarrage sur l'amour des parents. Et ça, c'est très beau. Et je voulais juste finir en disant que quand même, dans toutes ces petites anecdotes, il y a quand même des histoires assez formidables qui justement, dans lesquelles on peut à la fois retrouver une idée du théâtre d'aujourd'hui et puis faire penser, réfléchir, amuser les adolescents, les questionner. Et ça, je trouve ça bien. Incandescence d'Ahmed Madani, c'est à la MC 93 en ce moment, jusqu'à dimanche seulement. Puis à Libourne le 2 février, Garges-les-Gonesse, Coulommiers, Nîmes. Beaucoup de dates aussi. Ils seront sur le site de l'émission. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Chevillier, merci Johan Faerber. À la préparation de l'émission, il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault. À la réalisation, Perret Legras. À la technique aujourd'hui, c'était Jean Frédérix et Audrey Guélil. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France.